Ah, mais il y a une invention que j'aurais dû mentionner aussi, c'est l'électricité, qui domine tout le reste, finalement. On se rappelle, en 46, donc j'avais 6 ans, on avait à peine habité la deuxième maison. À un moment, ils sont venus, ils ont mis de longs poteaux en ciment, c'est ça. De longs poteaux avec des trous un peu partout sur les trottoirs. Alors tout le monde se demandait à quoi vont servir ces poteaux. Mais des poteaux très très lourds. Alors finalement, on nous a expliqué, ok, voilà, nous aurons l'électricité très bientôt. Mais quand tu te dis très bientôt en Guyane, c'est pas la semaine d'après, c'est 3 mois, c'est 6 mois, ça a duré presque un an, avec ces poteaux qui étaient par terre. Alors un matin, ils sont venus donc un tas d'ouvriers de l'EDF, ils sont venus relever les poteaux, ils les ont plantés, ils ont cimenté le trou, et puis les gars sont montés au fur et à mesure. Alors pour nous, c'était un moment de curiosité, quoi. On demandait ce qu'ils allaient faire. Eh bien, ils passaient les fils d'un poteau à l'autre. Eh bien, une semaine après, ça a été assez rapide. Hein. Une semaine après, on a eu l'électricité pour la première fois dans la maison. D'accord. Et dans la rue d'abord ou... Parce que là, Dans la rue, bien sûr, des ampoules à tous les coins de rue, d'accord. là, qui faisaient de la lumière. On était fascinés. Et puis alors, on a dit, mais vous les aurez dans la maison, mais pas peur. La semaine d'après, effectivement, ils sont allés dans la maison. Et on faisait appel à des techniciens, donc à des électriciens. C'est là justement que nous avons connu pour la première fois celui qui allait être le papa d'Alain et compagnie, hein, tu sais. Alain, Yvon. Il s'appelait Charlet. Et on discutait avec lui pendant qu'il travaillait, tu vois. Il faisait le montage des ampoules, des fils électriques et tout. Et il nous expliquait qu'il venait de la guerre, je crois de la guerre de Corée, mais enfin, un endroit où la France a fait la guerre à cette époque-là, et il était militaire, et donc il avait laissé l'armée pour apprendre l'électricité. Après la Seconde Guerre mondiale, on est d'accord. C'est après la Seconde Guerre, oui. L'Indochine, peut-être. Ah oui, parce que quand il est venu, la guerre était finie depuis un certain temps. D'accord. Tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'on a connu ce gars. Eh bien, ça a été pour nous une émotion extraordinaire. Oui. La lumière dans la maison, c'était... Je me rappelle Victor, paix à son âme, il venait, il nous disait, les enfants, observez-vous, voilà une invention qui est arrivée. Cette invention, elle existe depuis X temps, mais aujourd'hui c'est notre jour. Vous allez découvrir, Victor il était toujours à faire de grands discours pour les enfants qui l'écoutaient, tu vois. Mais il attirait quand même notre regard sur des choses, effectivement, qui devaient attirer notre attention un peu. Il y avait une réflexion au-delà de la nouveauté, absolument, absolument. Mais qu'est-ce qui est le plus marquant au départ dans l'électricité? C'était le fait qu'on éclaire une pièce, c'était dans la rue déjà, il y avait réverbère. Oui, il y avait réverbère, d'accord. Il y avait dans la rue, quelques semaines après, on te dit que l'électricité va entrer chez toi. Oui. Mais il faut bien sûr que tu adhères, tu signes un contrat disant que tu as payé ton compteur et tout, et tout. Alors, par contre, le soir, tu veux lire, par exemple, tu allumes ta lumière, tu ne mets plus de bougies. Ça a remplacé les bougies. Moins de risques aussi. Il y a moins de risques aussi, c'est tellement. Je me rappelle qu'avant que l'électricité n'arrive, on avait ce qu'on appelle des lampes à manchon. Ça dit quelque chose, des lampes à manchon? Non, pas du tout. C'est des lampes avec, mon Dieu, ça venait de Hollande et c'était fait par des Chinois. Mais je crois que j'en avais une encore. J'ai même eu un moment un chauffage à manchon. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Alors, le manchon, c'est une sorte de petit tissu qui est comme une pochette. Il est fermé au haut, tu vois, pour ne pas laisser passer l'air. Et tu mets ce tissu au bout d'un tube. Et tu le noues au tube. Et je ne sais pas par quel procédé, il doit avoir un produit quelconque dans le manchon, parce que ce n'est pas seulement un tissu, parce qu'il brûle, et c'est la flamme, une légère flamme bleue qu'on s'appelle, et la flamme bleue baisse au fur et à mesure, et le manchon reste rouge. Et il reste rouge et il diffuse de la lumière. D'accord. Et alors, tant que le manchon n'est pas abîmé, parfois il tenait, je me rappelle chez nous, 2 ou 3 semaines, un manchon. Papa disait toujours, ne le touchez pas surtout, parce qu'il est ensemble pour l'instant. Si vous le touchez, tout s'effondre. D'accord. Du reste, on ne peut pas toucher, c'était trop chaud, c'était brûlant. J'imagine. Alors, il y avait ce manchon-là, et puis il y avait une sorte de tube de verre autour pour le protéger. Mais c'était extraordinaire, papa avait amené ça, on n'avait pas encore l'électricité de maison, tu vois. On avait vraiment la lampe à manchon qu'on achetait
que papa achetait chez les Chinois. D'accord. Qui durait pas longtemps, non? Ça doit être un truc qui durait... Ah ouais, je me rappelle que papa achetait un manchon toutes les 2 semaines. D'accord. Tu vois. Parfois, il avait une boîte où il y avait 4 ou 5 manchons, il disait voilà, ça nous fera un mois et demi. Et effectivement, en prenant quelques précautions, les manchons duraient assez longtemps. Mais c'était extraordinaire. Mais juste maintenant, je me rappelle, j'ai acheté il y a 3 ans, il vaut il y a maintenant, un chauffage qui marchait avec un manchon aussi. Ça, c'est type chinois. Ok. Et quand j'ai vu que ça venait de Chine, j'ai dit tiens, les Chinois doivent encore avoir ce système-là. Ouais. Tu sais, dans les petites communes qui sont assez lointaines, et Dieu sait qu'il doit y en avoir en Chine, même peut-être dans les petites villes qui ne sont pas riches, ils doivent utiliser encore ce chauffage et cela à Cette technique-là, oui. Et je me rappelle qu'on ne se chauffait pas, mais on faisait de la lumière avec ça. D'accord. C'est ce qui t'a permis, l'arrivée de l'électricité, par exemple, de pouvoir lire plus tard le soir? Oui, énormément. D'accord. Énormément. D'accord, c'est pas... Je me rappelle toujours, je me moquais d'un de mes amis, Banis, je ne sais pas si tu... Non, je ne sais pas qui c'est. Mais quand nous sommes allés en Guyane, là, une fois, et qu'on a mangé là où devait habiter Marianne, et nous avait laissé la maison. Oui. Tu te rappelles? Oui, oui. On avait mangé, ils étaient venus manger un soir avec nous. Il y avait Banis. D'accord. Banis était là. Ah, mais je me rappelle, je me moquais de lui, bon, personne n'a aussi, non, je ne sais même pas s'il est vivant encore. Mais quand il quittait la maison le soir, il allait vers chez lui, et chez lui c'était de l'autre côté de la crique. Et il n'y avait pas d'électricité. Et lui, il était toujours avec une petite pile. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec une pile? Il me dit, c'est tout pour trouver mon chemin. J'ai dit, mais comment tu n'as pas d'électricité alors? Il m'a dit, oui, tu peux te moquer de moi, parce que toi, t'es pareil et tout. Après j'ai dit, effectivement, j'aurais pas dû faire des c'est des choses que j'ai regrettées après, tu vois. Mais il n'a pas voulu remarquer, il sait très bien que je le chine de temps à autre, mais ça va pas trop loin. Mais lui, je sais que tous les soirs, il partait de la maison avec sa petite pile. Une petite lampe de poche, tu vois. Et puis il me disait qu'il cherchait le chemin de la maison assez souvent comme ça. Donc la voiture, la radio, l'électricité, le frigo. Le frigo, qui sont venus avec l'électricité, bien sûr, c'est venu aussi longtemps, parce que ça ne peut pas marcher sans l'électricité. Bien sûr, forcément. Les choses qui sont venues après. Est-ce que ça change, est-ce que ça change les rapports sociaux et même les rapports familiaux, toutes ces évolutions? Est-ce qu'il y a par exemple l'électricité, on va s'imaginer, à apporter, entre guillemets, je dis bien, un peu plus d'individualisme peut-être, rester un peu plus dans sa chambre pour lire, peut-être moins de regroupement? Dans une certaine mesure, oui. Et d'une famille à l'autre, tu avais la preuve, regarde. Nous déjà, on passait pour des bourgeois aux yeux de nos copains, tu vois, mais il y avait une bourgeoisie QNL qui s'épanouissait énormément. Ils ont eu par exemple les tout premiers postes de télévision. D'accord. Qui sont venus après 4 ou 5 ans pour les autres. Même pour les voitures, je me rappelle, monsieur Cécilon, qui était un milliardaire, Martin Cameron milliardaire, il avait 3 magasins à lui seul, avec les magasins qui prospéraient. Son fils, Jean Cécilon, était toujours à la maison, au même titre que Gracien et tout ça, il voulait pour le ping-pong. Tu vois. Même à un moment, maman disait à Jean Cécilon, bon écoute, c'est simple, tu épouseras Josiane. Hein. Et tout le monde riait, et Jean disait, Madame Chégan, Josiane, vous me la retenez, vous l'avez promise, hein, assez souvent. Et maman disait, mais comment un fils? Ton papa a des millions et des millions, il est chez lui, et tu es toujours à la maison à manger notre petit haricot ou poisson salé et tout ça. Et il disait, ma je suis tellement à l'aise ici que quand je mange ici, j'ai l'impression que ma maison n'existait plus. Et quand je dis ça à papa, il se fâche. Monsieur Cécilon, c'était un milliardaire. C'est le seul qu'on a connu en Guyane avec une Ford. La première Ford qui est venue en Guyane, c'est le seul qui a fait venir. Après la Ford, il a fait venir les grandes voitures des États-Unis des années 50. Chevrolet? Une Chevrolet. Il y a eu la Ford, il y a eu la Chevrolet. Il est passé par tous les modèles. Attends, il y a une autre marque qui était connue, oui, une marque très très connue de voitures américaines. Mustang peut-être? Je connais pas trop en voiture. Ça en Europe plutôt. Mais très connu et très cher. J'ai été tellement content que ces voitures-là, il les connaissait toutes. Alors assez souvent, il connaissait la voiture, à l'insu de son père, il venait devant la porte, il klaxonnait, c'était pour qu'on puisse voir la voiture qu'il conduisait. D'accord. Toutes les marques sont passées, mais les grandes marques, tu vois.
M. Silon, dès qu'il y avait une marque qui sortait, tu vois, il la commandait et il avait le mois d'après. Surtout que les États-Unis n'étaient pas très loin finalement. Ah non, il savait très bien. Du reste, parfois, il allait chercher la voiture en Martinique. Et il accompagnait la voiture sur le bateau. Il y a un bateau qui faisait Martinique, Guyane, tu vois, et il arrivait tout fier, il débarquait, il était le seul à débarquer avec une voiture qui venait des États-Unis. Pratiquement avant qu'elle arrive en métropole, quoi, presque, j'ai l'impression. Ah, mais de toute façon, ça passait pas par la métropole, hein. Oui, voilà, il allait directement. Il commandait directement aux États-Unis, il dit, voilà. Ma voiture va aux États-Unis, il faisait tous les bons et tout. Du reste, ça se faisait tout en anglais, tu vois. Et il avait sa voiture à la date prévue. D'accord. Juste pour revenir sur ma question, en fait, c'était en quoi toutes ces révolutions, entre guillemets, ces révolutions comme l'électricité, par exemple, ont changé les rapports sociaux, les rapports familiaux. Est-ce qu'il y avait... on était moins ensemble ou pas? Est-ce qu'on s'enfermait plus, on s'isolait un petit peu plus grâce à l'électricité dans sa chambre pour lire, par exemple, ou pas? Je sais que les gens qui étaient relativement pauvres et qui ne possédaient pas ces objets-là, bon, je peux dire qu'on ne se jalousait pas. D'accord. C'est pourquoi je dis qu'en Guyane, il n'y a pas eu de racisme. Il n'y a pas eu de racisme, ça n'a pas vraiment existé. Ou alors, le peu de gens qui ont été racistes, ils ont été mis à l'écart tout de suite. D'accord. Tu vois, c'est pas dans l'esprit du Guyanais, et le Guyanais n'est pas regardant, il t'en veut pas, tu vois, il dit pas ce monsieur-là, sauf si, bien sûr, parce que je me rappelle par exemple monsieur Toubi, c'était un gars très riche, il était architecte, il avait fait des maisons, il a des maisons à lui et tout, et lui aussi, il commandait des voitures, au même titre que monsieur Cécilon, l'autre. Mais M. Toubi, du reste, il jouait au billard avec papa. Au club, ils avaient un grand club, genre, comment s'appelle ce club-là? Un club très huppé. Il y a 2 ou 3 noms au moins, tu vois. Chez nous, c'était le cercle Saint-Hubert. D'accord. Au cercle Saint-Hubert. C'est là que se réunissaient les grands pontes de la mer. Et papa, il y allait de temps à autre, quoi. Mais lui, il y allait pour le billard. D'accord. Il savait qu'il avait accès au billard, parce qu'il était considéré comme quelqu'un, je sais, c'était le seul inspecteur principal des impôts, donc il y allait. Alors je veux dire que les Guyanais ne regardent pas ce genre de choses, hein. Sauf que, bien évidemment, ils restent dans leur rang. Les gens, par exemple, qui allaient le soir à Saint-Hubert, c'était papa, c'était M. Cécilon, c'était M. Toubi, c'était, tu vois, des gens de certains niveaux. Bien sûr. Tu vois. Ou alors quelques professeurs assez anciens. Mais ils ne méprisaient pas les autres, en fait. Non, on ne se méprisait pas. Voilà. Bon, peut-être qu'il y avait un petit... Je ne sais pas comment dire ça. Certains devaient se demander en eux-mêmes pourquoi lui, pourquoi pas moi, tu vois. Bien sûr. Pourquoi il est en train de faire montre de ça, parce qu'il a acheté cette façon de dire moi j'ai de l'argent, tu vois. Bien sûr. Mais les autres ne... Je me rappelle, il y a souvent des prostituées, par exemple, qui avaient des petites histoires comme ça, avec un de ces gars-là. Et puis elle finit par lever sa jupe et lui dit mais qu'est-ce que vous croyez? Je suis comme vous. Mais assez souvent, c'était la réponse qu'elle donnait. Oui. Et le gars, il avait tout été affilé parce que quand une prostituée s'en prend à toi parce que tu l'as mal regardé, elle la meute toute la population et lui dit venez écouter ça, venez écouter ça. Et que tu fuis tout de suite. Hein. Bien sûr. Ça rappelle un peu une phrase de Montaigne qui dit même si on est sur le plus haut trône du monde, on est assis sur son cul. Exactement. Voilà, ni plus loin. C'est ce que voulait dire la prostituée en levant sa jupe. C'était un peu ça. Voilà. Elle était de proche de Montaigne comme ça. Je vais raconter l'histoire à propos de racisme justement. L'histoire des canaux qu'on a fait couler sciemment à 50 ou 100 km de Cayenne. Il y avait un monsieur qui s'était enrichi, un monsieur, le nom m'échappe, mais c'était un béquier qui venait de Martinique. Et il a voulu s'enrichir en vendant des voitures, oui, c'était des voitures américaines aussi, mais des voitures américaines très communes, hein, tu vois, et il s'est enrichi. Alors quand il s'est enrichi, il a acheté fait venir de France, hein, une flotte de hors-bord et choses comme ça, tu vois, et qu'il les a mises sur le fleuve, sur le fleuve de Matoury. Tu vois. Et bien alors, il a eu l'énorme maladresse,
parce qu'il y avait des clients qui arrivaient au fur et à mesure. Un jour, on va savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il a pris la tête, il a mis interdit aux blacks. Une forme d'apartheid. Il est fou. Alors, figure-toi, il n'a pas tenu 48 heures. Au bout de 48 heures, il s'est levé le matin, il avait plein ce bateau, tout avait coulé. Oui. Les gens sont venus la nuit, ils ont été poignés un peu partout, toute la flotte avait coulé. Il s'est ruiné. Ah, mais il a été vraiment extrêmement idiot. Alors, extrêmement amoral. C'était pas lui qui a mis le panneau, toujours dit qu'il y avait le panneau. Les gens disent si on l'a vu, vous l'avez vu aussi. Ben oui. Et pourquoi vous ne pas il paraît que le panneau est resté là 48 heures. Au bout de 48 heures, les gens ont dit non, il faut agir, il ne faut pas laisser faire comme ça, parce qu'il n'y a pas de racisme individuel. Mais il voulait installer carrément un apartheid là. Est-ce qu'il avait cette intention? Il a juré, il pleurait, mais c'était un peu tard. Effectivement, les gens pensent pour la plupart qu'il avait l'intention, effectivement, de réserver exclusivement ces bateaux à des gens qui avaient du fric. C'était intolérable. Ça. Absolument. Parce que là, c'est même pas des gens qui ont du fric, parce que les Noirs avaient de l'argent aussi. C'était des gens qui avaient de l'argent et qui étaient blancs. Je me demande comment il aurait fait. Il y avait des pionniers qui avaient suggéré ça. Qu'on envoie les gens noirs, mais des gens noirs très connus pour leur pauvreté. Alors, on va voir s'ils n'aimaient pas les pauvres, s'ils n'aimaient pas les noirs non plus. Mais ils avaient fait ça, mais entre-temps, d'autres étaient venus, ils avaient coulé tous les bateaux. D'accord.